Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique de cette semaine. Nous allons encore évoquer des questions africaines. Oui, vous savez, c'est la ligne presque éditoriale de la maison. Nous allons recevoir quelqu'un que vous avez fort apprécié au mois dernier, qui était venu parler de la question monétaire en Afrique de l'Ouest et en Afrique noire francophone tout court. Il s'agit de quelqu'un que vous avez donc beaucoup apprécié. Vos commentaires et vos demandes nous ont donné de l'inviter à nouveau aujourd'hui. Il est analyste politique et journaliste indépendant, originaire de toute l'Afrique noire francophone, je le dirais, car je ne veux pas le circonscrire que dans un seul pays. Il s'agit de mon ami, mon frère Olivier Dossou, qui nous répond depuis Bruxelles. Bonjour Olivier. Bonjour Jackie Moifo et bonjour également à tous vos téléspectateurs qui nous suivent. Merci beaucoup Olivier. Comment ça va aujourd'hui? Ça peut aller en effet, ça peut aller par la grâce de Dieu, ça va. La lutte doit pouvoir continuer pour la libération de l'Afrique. Très bien. Moi je vais invoquer la grâce de nos ancêtres et au moins. Vous savez, c'est un combat entre nous. C'est pas grave, c'est pas le plus important. Alors, Olivier, cette émission va être tranchée en trois parties. La première partie concernera le Mali ou la Côte d'Ivoire. Je vous laisse choisir par quoi vous voulez commencer. Et la dernière partie concernera le Cameroun. Vous ferez des petits sauts dans d'autres pays comme vous savez le faire pour, euh, euh, pour donner des exemples si vous le voulez bien. Alors, par quel pays souhaitez-vous commencer cet entretien? Écoutez, nous allons commencer par la question malienne, puisque c'est celle qui effraie la chronique médiatique et politique depuis plusieurs semaines, en effet. Alors, le Mali qui, depuis quelques semaines, brûle, on dirait cela comme ça, on entend dire, j'ai vérifié auprès de mon ami et confrère Oussouf Diagoula qui est sur place, ça brûle, on aurait même tiré dans la mosquée d'un imam. Bref, les Maliens ne veulent plus du président actuel au pouvoir. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire, Olivier, vous, analyste politique? Oui, alors, merci pour cette question. En effet, vous savez que, effectivement, depuis plusieurs semaines déjà, donc, il y a une forte contestation politique au Mali, qui est due essentiellement à la mauvaise gouvernance du président Ibrahim Boubacar Keïta, qui est arrivé au pouvoir en 2013 dans les conditions que l'on sait, surtout sur la pression de la France. Parce qu'à l'époque, le Mali faisait face vraiment à une situation d'insécurité au plan militaire qui voyait une partie du territoire occupé par des djihadistes et l'autre également par les rebelles appelés les Touaregs du côté de Kidal. Et donc, le pays a dû, bon an, mal an, organiser un scrutin présidentiel sur la base de la pression de Hollande. Ces élections ont eu lieu. Le président Ibrahim Boubacar Keïta a été élu avec un programme qui était bien clair, qui s'appelait le Mali d'abord. Et ce programme, véritablement, prévoyait la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, le renforcement des libertés publiques et politiques, et ensuite l'élévation quand même d'un standard économique et social des populations maliennes. Mais force est de constater que 7 ans plus tard, aujourd'hui, les fruits n'ont pas tenu la promesse des fleurs. Et donc, le peuple malien se retrouve aujourd'hui dans une situation où plus de 2 tiers du territoire lui échappent. Une crise économique et sociale aiguë avec des fermetures de sociétés, d'entreprises, avec des licenciements, des pertes d'emplois et surtout une crise de la gouvernance au sommet de l'État qui voit un chef de l'État violer régulièrement la Constitution, qui voit des élections organisées avec des trucages électoraux et une Cour constitutionnelle et un Parlement complètement illégitimes. Et cette situation a conduit l'ensemble des forces politiques qui, en 2013, s'étaient mobilisées pour soutenir Ibrahim Boubacar Keïta, notamment l'imam Diko,
Mahmoud Dicko, qui s'était également mobilisé en 2013 pour porter au pouvoir le président Ibrahim Boubacar Keïta, aux côtés de plusieurs forces politiques maliennes, de réclamer sa démission pure et simple. Tout simplement parce que, au niveau du triple plan que j'ai évoqué, le plan politique, le plan sécuritaire, le plan économique, le Mali aujourd'hui est complètement un non-État, c'est-à-dire un État ou un airstrike de territoire dans lequel il n'y a plus d'autorité qui s'exerce, il y a une anarchie au sommet de l'État et surtout il y a un parjure des institutions démocratiques du peuple malien. Voilà en gros les origines de la crise dans le Mali. Mais il y a une dernière origine qui est importante, qui est celle-là qui doit être le fil d'Ariane de notre échange, c'est celui du déploiement depuis 2012-2013 de la logique de la France-Afrique au niveau militaire, avec la dissémination des bases militaires dans tout le Sahel. Et ça, c'est consécutif également à la chute du régime de Muammar Kadhafi, qui a été assassiné le 20 octobre 2011 à Sirte et qui a été complètement trucidé par des rebelles libyens soutenus, armés par la France à l'époque de Sarkozy. Okay. Par Nicolas Sarkozy ou par la France? Parce que je ne suis pas certain le Parlement français ait donné son quitus pour que Nicolas Sarkozy agisse en Libye. Hein, je ne suis pas certain. Voilà, donc quand le guide libyen a été assassiné, l'ensemble de l'arsenal militaire libyen a été pillé et s'est retrouvé aux mains des djihadistes qui sont descendus du côté du Sahel, donc à la fois au niveau du Tchad, au niveau du Niger, qui, ces deux pays du moins, ont procédé au désarmement de ces rebelles-là. Mais du côté malien, le régime, à l'époque d'Amadou Toumani Touré, a laissé passer ces rebelles-là qui, pour la plupart, se sont déployés au niveau du Mali et ont perpétré des crimes, des assassinats, ont pillé l'État, ont détruit Tombouctou, etc. Toutes choses qui ont justifié par la suite le déploiement de l'opération Serval au Mali, qui va devenir plus tard Barkhane. Donc, il y a comme ça un déploiement de situations géopolitiques qui ont entraîné dans leur chute la déliquescence de l'État malien, qui lui-même est un État qui était déjà malade depuis à peu près les 3 dernières décennies de régime démocratique, pour plusieurs raisons. Oui, pardon, je vous laisse continuer. Alors, pour plusieurs raisons, d'ailleurs. Vous avez qu'en 1991, c'est toujours grâce à la France que le président Alpha Oumar Konaré est porté au pouvoir lors des élections. Et lui, il va faire 2 mandats. Au terme des 2 mandats, il va repasser le pouvoir à celui qui le lui avait remis, qui était l'autre, comment il s'appelle, Amadou Toumani Touré, dit ATT. Voilà, donc cette situation de ping-pong politique a permis par la suite d'avoir un pluralisme politique avec plus de 300 partis politiques qui ne fonctionnaient pas, un régime démocratique qui n'avait vraiment pas d'ancrage populaire. Vous avez également, au plan économique, des programmes d'ajustement structurel qui ont complètement démantelé l'État malien. La plupart des offices et sociétés d'État ont été privatisés, ont été vendus, des milliers de Maliens ont été licenciés. Mais ce n'est pas nouveau, Olivier Dussault. Je ne connais pas un seul pays d'Afrique noire francophone qui ne soit pas passé par là. Oui, mais la question n'est pas de percevoir les choses dans ce sens. La question plutôt est de dire que face à ces différentes situations, quelles ont été
les réactions des leaders politiques. La plupart des leaders politiques maliens ont vendu leur pays essentiellement à l'impérialisme français, qui s'est déployé au plan économique avec des multinationales qui contrôlent le secteur de l'or, notamment Bouygues. Vous avez également dans l'aéroport Aegis, qui est une multinationale française, vient de prendre les aéroports du Mali. Au même moment où nous parlons de cette crise, vous avez la télécommunication au Mali qui est aux mains de Orange. Vous avez plusieurs établissements français qui ont complètement noyauté le système économique malien avec l'assentiment des différents régimes qui se sont succédés. Et par la suite, ça a enfanté ce qu'on a eu avec la gouvernance de ATT, puisque la gouvernance de ATT elle-même, elle était symptomatique de cette corruption-là. Et lui, il est allé plus loin, puisque lui, il avait fait du Mali un territoire dans lequel toutes les prises d'otages, il les négociait, il y avait des ristournes, et puis en contrepartie, il donnait une partie aux ravisseurs. Lui-même, il avait quand même un certain nombre de deals avec des ravisseurs qui opéraient dans le nord Mali. Donc, pendant plusieurs décennies, on a laissé gangréner une situation de corruption, de pillage, mais surtout d'élections qui étaient organisées, qui étaient marquées par des trucages, par des vols, par des fraudes. Et ça a permis aujourd'hui d'assister à une déliquescence de l'État malien qui n'existe plus. Je vous rappelle qu'actuellement, au moment où je parle, plus de 2 tiers du territoire malien échappe aux autorités maliennes. Vous l'avez dit, Olivier. Alors, en vous écoutant, en écoutant l'analyste politique qui vit en vous, un dénominateur commun est attribué à cette crise malienne, c'est la France, qui a soutenu des gens qui ont truqué des élections. C'est la France qui a permis l'assassinat de Muammar Kadhafi et ensuite le déploiement de toutes les armes pillées dans toute l'Afrique. Ce sont ces armes qui aujourd'hui permettent de détruire Gao et Tombouctou. Ce sont les entreprises françaises qui aujourd'hui ont mis la main sur la télécommunication, sur les aéroports. Bref, le dénominateur commun à tous ces mots, c'est la France. Est-ce que j'analyse bien vos propos? Oui, c'est-à-dire que oui, vous analysez bien, mais si on part du principe que la France, depuis 2007, est rentrée dans le commandement intégré de l'OTAN, alors nous dirons que le Mali aujourd'hui est sous la coupe de l'OTAN Afrique et donc du moins des États-Unis via la France qui agit comme un sous-traitant au niveau du Sahel et de l'Afrique en général. Parce qu'aujourd'hui, il faut bien comprendre que la politique française en Afrique, elle est essentiellement une politique de sous-traitance pour les élites anglo-saxonnes qui opèrent au niveau de la CIA et du complexe industrialo-militaire américain. Et c'est ce complexe-là aujourd'hui, quand vous prenez le Burkina Faso avec les bases militaires américaines, vous prenez le Niger qui a aujourd'hui une grande base militaire de drones au niveau de la CIA, vous avez toute la zone du Sahel et même du Golfe de Guinée qui est minée aujourd'hui par les entreprises militaires américaines qui opèrent sous le commandement du Pentagone et de la Maison-Blanche. Donc, en réalité, la France-Afrique, depuis 2007, elle est passée sous le pavillon vraiment des États-Unis et de la CIA. Voilà. Pourquoi les États-Unis voudraient-ils aujourd'hui avoir le contrôle de l'Afrique, ce qui n'était pas le cas il y a 10 ans? Pourquoi aujourd'hui les États-Unis veulent avoir le contrôle de l'Afrique? Ben, écoutez, les États-Unis ont toujours voulu, ont toujours joué un rôle prédominant en Afrique. Ce n'est pas nouveau. Depuis les années 50, elles ont appuyé plusieurs mouvements, notamment les États-Unis ont soutenu l'Afrique du Sud raciste de l'apartheid déjà dans les années 48. Les États-Unis étaient fortement impliqués au Libéria. Les États-Unis étaient impliqués également dans la guerre en Angola. OK? Donc, ce n'est pas nouveau. En soutenant Jonas Savimbi, qu'ils ont armé, financé. Il a même été reçu par le président Ronald Reagan,
qu'il a équipé sur le plan militaire. Les États-Unis ont joué un très grand rôle aux côtés de Mobutu. Donc, ce n'est pas nouveau. Mais Ce qui se passe il ne aujourd'hui, s'affichait pas de manière ostensible, comme c'est le cas désormais. Notamment non. dans le Sahel et en Afrique centrale, il ne s'affichait Oui, pas à ce point-là. oui, tout à fait. Mais ce qui se passe, c'est que depuis la chute du mur de Berlin et la victoire des États-Unis, comme dans ce que le politologue français Zaki Laïdi a appelé le marché idéologique mondial. C'est-à-dire qu'au niveau du marché idéologique mondial, à partir de 90, c'est les États-Unis qui l'emportent avec le triomphe du néolibéralisme. Ce néolibéralisme va se généraliser partout. Et il se trouve qu'avec la montée de la Chine et des pays émergents, les États-Unis ont de plus en plus besoin d'avoir accès aux ressources stratégiques, notamment le pétrole, l'uranium, les terres rares et toutes choses que l'Afrique dispose en quantité. Et donc, pour contrer l'influence de la Chine notamment, les États-Unis sont présents sur la terre africaine. Et si vous voulez, pour faire simple, l'Afrique aujourd'hui est au centre du grand jeu mondial où vous avez toutes les forces géopolitiques étatiques qui opèrent en Afrique sur le terrain africain, mais sans les Africains. Je vous rappelle que ces dernières décennies, nous avions eu tous les sommets possibles avec les grandes puissances internationales. Nous avons le traditionnel sommet France-Afrique, mais on est passé au sommet États-Unis-Afrique, sommet Israël-Afrique, sommet Turquie-Afrique, sommet Inde-Afrique, sommet Chine-Afrique. Donc, Nippon-Afrique. Bref, il y a tous les sommets Afrique aujourd'hui. Voilà, sauf qu'on n'est pas encore passé au sommet Afrique-Afrique. Donc, c'est ce sommet Afrique-Afrique qu'il faudra peut-être que les Africains un jour organisent entre eux et définissent leurs priorités. Parce que l'Union africaine aujourd'hui ne joue pas ce rôle. L'Union africaine est sous la coupe, à la fois financière et idéologique, des États-Unis et de l'Union européenne. Donc, j'ai envie de demander, est-ce que ça sert à quelque chose l'Union africaine, Olivier Dessau? À quoi ça sert aujourd'hui vraiment? Je crois que l'Union africaine aujourd'hui ne sert pas à grand-chose, à part enrichir quelques élites qui travaillent et qui ont des prébendes au niveau financier. Je crois que l'Union africaine a échoué complètement à défendre l'Afrique. Complètement. Alors, nous attaquons la dernière partie en ce qui concerne le Mali. Nous avons vu un balai de 4 chefs d'État ou anciens chefs d'État se rendre à Bamako pour essayer de résoudre le problème, résoudre la crise malienne. Ces derniers jours, il y a 3-4 jours, nous tournons cette émission le 26 juillet 2020, le président nigérian Mohamedou Buhari s'est lui-même ajouté à la délégation de 4 premiers envoyés pour se rendre à Bamako et essayer de trouver une sortie de crise. Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Pourquoi Mohamedou Buhari s'engage personnellement dans cette résolution des crises au Mali? Alors, la CEDEAO s'y engage parce que tout simplement, les traités le lui permettent, les traités sous-régionaux. Il faut rappeler que la CEDEAO est une instance sous-régionale créée en 1975. Elle fête ses 45 ans d'existence. Alors, lorsqu'on fait le bilan des 45 ans d'existence, il y a à boire et à manger, mais globalement, le résultat ou le bilan est négatif au niveau de la CEDEAO. Maintenant, vous avez une situation qui est que depuis plusieurs années, il y a comme ça, au niveau international, une doctrine qui est apparue. C'est celle du principe de subsidiarité, qui voudrait que les crises soient résolues au plus près de leur origine. Alors, il se trouve que la crise malienne, elle se déroule au niveau de la sous-région ouest-africaine. Et évidemment, la CEDEAO est compétente pour essayer de trouver les solutions. La question qui se pose, c'est tout simplement d'analyser la doctrine qui est derrière la médiation de la CEDEAO et de faire ce que j'appelle une sociologie des acteurs en présence. Et lorsqu'on fait une sociologie des acteurs en présence, nous observons que la plupart des chefs d'État qui sont allés au Mali sont des chefs d'État complètement fantoches.
qui n'ont plus aucune Non, toi, légitimité, qui n'ont plus aucune légitimité, qui ont échoué à offrir à leur population un mieux-être et qui sont arrivés au pouvoir de façon non démocratique. Lorsque vous prenez le cas le plus éloquent, c'est celui d'Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est le plus grand traître que l'Afrique ait connu ces dernières décennies. Et vous allez fort là, Olivier. Je dois vous rappeler, c'est des propos que nous assumons et nous avons toujours été cohérents par rapport à ça. Il y a un certain nombre de faits qui l'illustrent. Le simple fait d'extrader le président Gbagbo à la CPI, un digne fils de l'Afrique ou un Africain, montre à suffisance qu'Alassane Ouattara est un traître. Le président Gbagbo, quels que soient les crimes dont il se serait rendu coupable, il méritait à tout le moins d'être jugé en Côte d'Ivoire par des Ivoiriens. Donc ça déjà, c'est un élément qui vous montre qui est ce personnage. Mais lorsque vous prenez le président Issoufou, qui est président en exercice de la CEDEAO, il a complètement échoué. Au plan politique aujourd'hui, le Niger est complètement déchiqueté. Le pays est vendu aux bases militaires étrangères. Et je vous rappelle qu'il n'y a pas de semaine avant le coronavirus où les populations du Niger ne manifestaient pour exiger même le départ de Issoufou. Elles manifestaient contre la présence des bases militaires étrangères au Niger, où vous avez aujourd'hui une base américaine, 2 bases françaises, une base également des Émirats arabes unis, et puis on annonce une autre base du Japon et d'autres pays. Donc l'ensemble du Niger aujourd'hui est dans une situation d'insécurité totale. Mais le régime de Issoufou, c'est beaucoup de corruption, de scandales, de pillage. Et c'est également la mauvaise gestion des ressources financières de l'État, notamment la rente de l'uranium. OK, avec les contrats qui sont des contrats léonins cédés à Areva, la firme française qui opère dans l'uranium du Niger depuis des décennies. Ensuite, vous prenez Ibrahim Boubacar Keïta, inutile de dire qu'il a complètement échoué. Il est diminué physiquement et c'est son fils et ses amis, tout un clan, une oligarchie qui gouverne le Mali, qui pille les ressources et qui viole la constitution malienne. C'est ça la question qu'il faut se poser. Maintenant, lorsqu'on prend les 2 autres chefs d'État anglophones, sont peut-être les seuls leaders politiques qui incarnent encore une forme de légitimité. Donc, vous avez le président du Nigeria, qui est la principale puissance économique de la CEDEAO. La capitale est Abuja, au Nigeria. Donc, Muhammadu Buhari, qui a une véritable autorité, qui a un leadership, qui a une armée extrêmement puissante, bien formée, qui dispose des ressources financières et qui a une indépendance, une autonomie politique, une autonomie en matière de pensée. C'est très important parce que la plupart des pays francophones qui sont au niveau du Mali agissent pour le compte de leur maître, la France. Ces pays, en réalité, sont des sous-préfectures de la France. C'est la question véritablement qu'il faut avoir à l'esprit. Et vous avez le président du Ghana, Nana Akufo-Addo, qui également a un leadership international incontesté. Une légitimité. Voilà, qui s'implique pour trouver une solution à la crise malienne. Maintenant, lorsqu'on revient sur la question du différend qui oppose Ibrahim Boubacar Keïta et les contestataires, donc au sujet de la démission, nous avons observé que la CEDEAO a dit que c'était une ligne rouge à ne pas franchir. Tout simplement parce que pour la CEDEAO, il fallait éviter qu'une contestation populaire chasse un dirigeant qui vient d'être élu il y a quelque temps, c'est-à-dire qu'il a été élu en 2018, et il fallait éviter qu'il y ait un effet de domino au niveau de la sous-région, pour que lors des élections présidentielles qui s'annoncent en Côte d'Ivoire et par exemple au niveau de la Guinée, les populations
ne s'inspire du cas malien pour chasser Alassane Ouattara du pouvoir et également chasser Alpha Condé qui rêve d'un troisième mandat à la tête de la Guinée. Pour finir sur la question de la CEDEAO, il est important de noter que la CEDEAO aujourd'hui est un véritable syndicat de chefs d'État africains qui défend avant tout les intérêts des chefs d'État africains contre les peuples. Et on l'a observé lorsque le président Blaise Compaoré a été chassé du pouvoir en 2014, la CEDEAO a donné un ultimatum pour que un nouveau régime vienne au pouvoir et que le pouvoir soit transféré rapidement à un gouvernement élu. Et parce qu'il était question de mettre sous tutelle le Burkina Faso déjà à l'époque. Donc, chose curieuse, c'est que ce modèle-là, au niveau du Burkina Faso, avait été accepté comme un compromis, puisque les populations burkinabées s'étaient soulevées et avaient chassé Blaise Compaoré. Alors, pourquoi est-ce qu'on a accepté ça au Burkina Faso hier et aujourd'hui, on refuse qu'il y ait un gouvernement transitoire au Mali, que Ibeka soit démissionnaire et qu'on organise dans 1 an, dans 2 ans, au terme d'une transition, de nouvelles élections qui voient un nouveau pouvoir légitime venir à la tête de l'État. Tout simplement parce que la France, opérant derrière la plupart de ses chefs d'État, a fixé comme ligne rouge qu'il fallait conserver Ibeka à la tête du pays. Et pourquoi conserver Ibeka? Parce que Ibeka a vendu tout le Mali aux Français. Aujourd'hui, ce sont les militaires français qui font la pluie et le beau temps au Mali. Il n'y a plus de force armée malienne. Il n'y a plus d'autorité de l'État. Et les milliards qui auraient servi à équiper l'armée malienne ont été détournés, ont été pillés par Ibeka et ses amis. Aucun des responsables des scandales de corruption n'a été arrêté ni jugé. Vous avez également la société de télécommunications malienne qui est aux mains des Français Orange. Vous avez toute une recolonisation du Mali qui ne dit pas son nom, qui est à la base de la contestation. Parce que Ibeka a fait signer des accords militaires qui n'a jamais rendu public entre la France et le Mali, qui permet à la France d'occuper de larges pans du territoire malien sans pour autant que l'armée malienne ne puisse accéder à des zones comme Kidal, Gao, etc. Et c'est la France qui aujourd'hui est le gendarme du Mali et de l'ensemble du Sahel. Et toute cette architecture-là, politique et géopolitique, a été complètement mise dans une légalité internationale avec un vote de résolution au niveau des Nations Unies qui font que la France opère sous le couvert des Nations Unies au Mali, mais en ayant une force bien distincte qui est la force Barkhane. Et aujourd'hui, vous avez la MINUSMA qui opère au niveau du Mali, la MINUSMA étant la mission des Nations Unies au Mali. Mais depuis que la MINUSMA est au Mali et les forces françaises de Barkhane, jamais le Mali n'a été autant en insécurité, avec des attentats, des affrontements entre les populations ethniques, entre les Dogons et les Peuls, et puis entre les autres contrées du pays. Tout le centre du Mali, la boucle du Niger, le nord du Mali, aujourd'hui, échappe à l'État malien. Et Bamako également, il y a eu une série d'attentats à Bamako qui ont été des attentats meurtriers. Donc, c'est pour vous dire aujourd'hui que la CEDEAO ne vient pas sauver le Mali. La CEDEAO vient conforter un syndicat de chefs d'État africains qui travaillent pour des intérêts occidentaux, mais qui sont en porte-à-faux avec l'agenda, par exemple, de certains chefs d'État du style Muhammadu Buhari ou même du président du Ghana.
Donc, le véritable problème aujourd'hui de la CEDEAO, c'est que la CEDEAO est minée de l'intérieur par l'influence et la prépondérance des agendas cachés de la France-Afrique. Voilà la question aujourd'hui qui se pose. Dernière question pour cette partie. Olivier Dessous, assiste-t-on là à une recolonisation des pays d'Afrique francophone par la France, tout simplement? La question est sans embâge et la réponse, elle est oui, un oui définitif. Depuis deux décennies maintenant, nous assistons à une recolonisation totale de l'Afrique. Dans une première vague, on a assisté à une recolonisation économique de l'Afrique avec les multinationales françaises qui aujourd'hui exercent en Afrique en terrain conquis. C'est leur précaré. Vous prenez aujourd'hui Bolloré, Bolloré contrôle tout le golfe de Guinée au niveau des façades portuaires, mais également au niveau de l'Interland avec ce qu'on appelle les ports secs. Vous prenez Bouygues, Bouygues aujourd'hui est partout. Je vous ai rappelé que Bouygues exploite l'or au Mali. Il exploite l'électricité et l'eau au niveau de la Côte d'Ivoire, même s'il a cédé ses participations dans l'électricité à Eranov. Ensuite, Bouygues est présent dans la construction des infrastructures en Côte d'Ivoire, le 3e pont d'Abidjan, qui est un projet ruineux. Et là, actuellement, Bouygues est en train de reconstruire une station de métro à Abidjan à plus de 1000 milliards de francs CFA, alors que les Sud-Coréens avaient envisagé construire le même projet pour le tiers du montant. Donc, vous avez au niveau des télécoms les scandales Orange qui viennent d'augmenter les tarifs, par exemple, au niveau du Sénégal, avec des protestations des consommateurs, des populations. Le Sénégal aujourd'hui est occupé complètement par les multinationales françaises. Eiffage, vous avez également Xavier Niel qui est très actif en Afrique, GDF Suez. Je vous rappelle qu'au Cameroun, le barrage de Nachigal a été complètement cédé et vendu à EDF, Électricité de France, pour 30 ans, sans appel d'offres. Vous avez Bouygues qui est présent au Cameroun, sur de grands chantiers de BTP, Bolloré au sein de la Camraille, au sein des Palmeraies, au sein du port de Douala, même si son contrat au niveau du terminal à conteneurs est arrivé en échéance, mais il est très actif au niveau du port de Kribi. Vous avez au niveau d'une société comme la PHP, les plantations du Haut-Pendja, qui appartient à un groupe français. Mais ce groupe français-là, ces plantations, c'est le BIR, le bataillon d'intervention rapide camerounais qui assure la sécurité. Comment vous pouvez comprendre ça? Que le BIR, une structure publique française, se met à assurer la sécurité des plantations d'une entreprise privée. Ça se passe au Cameroun. Vous prenez le Gabon aujourd'hui, tout le rôle de Total dans tout le golfe de Guinée. Donc, vous avez comme ça une recolonisation au plan économique de l'Afrique francophone. Mais ensuite, une recolonisation idéologique, politique, avec des scrutins de pacotille, avec vraiment des projets de style maintenant, des projets LGBT, tout ça. Vous avez vu dépénalisation du mariage homosexuel au Gabon. Au Gabon, etc. Mais vous avez les programmes d'ajustement structurel qui sont également des formes de recolonisation au plan idéologique et politique. Mais vous avez également au plan militaire, ça c'est plus grave, tout le golfe de Guinée aujourd'hui est occupé par des navires militaires occidentaux. Vous avez au niveau du Sahel l'ensemble des bases militaires qui sont au niveau du Sahel à travers le dispositif Barkhane, mais surtout ce qu'on appelle le G5 Sahel. Le G5 Sahel qui réunit l'ensemble des 5 pays du Sahel autour de la France, c'est-à-dire la Mauritanie, le Tchad, le Burkina Faso, le Niger et le Mali. Et tout ça sous l'idéologie française et qui elle-même est passée sous pavillon américain. Donc, on ne va pas oublier le plan médiatique avec le groupe. Je ne le fais aucune pub, je n'en ai ni l'envie ni le besoin. Le groupe Canal qui aujourd'hui
ne permet même pas de parler certains Africains et qui est non de toute l'Afrique noire francophone. Mais bien sûr. L'organisation. Mais justement, le groupe Canal+, qui appartient au groupe Vivendi, mais le groupe Canal+, aujourd'hui, fait son beurre essentiellement en Afrique. Mais il n'y a pas que Canal+. Vous prenez aujourd'hui, M6 est en train de se déployer en Côte d'Ivoire avec la nouvelle télévision Live TV de Fabrice Sawignon, le PDG de Vaudou. Vous avez également la fille du couple Ouattara, la fille du couple Ouattara, qui est très active dans le domaine des médias en Côte d'Ivoire, avec derrière TF1 et Canal+. Donc, toute l'Afrique francophone au plan médiatique, mais on ne va pas oublier également le rôle de Jeune Afrique. Jeune Afrique qui est également un des bras opérationnels de la France-Afrique au niveau médiatique et politique. Parce que pendant plus de 50 ans, Jeune Afrique a contribué à façonner un narratif et une pensée politique africaine par des informations contrôlées, biaisées et tronquées. Je vous rappelle par exemple que c'est Jeune Afrique qui nous annonce que Alassane Ouattara sera candidat pour un 3e mandat. Et elle a écrit un article en titrant « Pourquoi Alassane Ouattara sera candidat à un 3e mandat ?» Tout simplement parce que Alassane Ouattara est également actionnaire de Jeune Afrique. Donc le rôle de Jeune Afrique dans la déstabilisation de l'Afrique mérite aujourd'hui d'être questionné dans ce projet de recolonisation de l'Afrique. Chers téléspectateurs, on va pour aujourd'hui mettre un stop sur la question malienne. Vous voyez, on a déjà emboîté sur les prochains sujets. On revient dans quelques minutes pour vous parler de la Côte d'Ivoire et de ce qui s'y prépare. À tout de suite. Vous êtes sur JMTV+.